Merci Lydie. Je vais donc maintenant passer la parole à notre communicante suivante, qui est Maddalena Napolitana, qui est à l'Université de Grenoble, je crois. Vous n'êtes plus. Ah, très bien. À Paris. Ah oui, vous êtes à l'économie. À l'ENS. Alors, Maddalena Napolitani va nous parler des pierres de la nation, les collections minéralogiques de l'École des mines de Paris, 1760-1850. Donc, nous sommes toujours dans la même thématique de la journée sur les collections, que ce soit minéralogiques, paléontologiques. Passez la parole. Ok, j'attends. Déjà, pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui une partie des recherches issues de ma thèse de doctorat en histoire de l'art que j'ai soutenue en 2020 et qui avait un titre quasiment les mêmes de l'intervention aujourd'hui, donc les pierres de la nation, les collections minéralogiques de l'École des mines de Paris entre le 18e et le 19e siècle. Donc, en 1597, dans un traité sur la lithologie intitulé Historia delle Pietre, le moine dominicain Agostino del Riccio s'exprime à propos de la relation entre les pierres et les monuments, et notamment sur les enjeux artistiques et esthétiques des pierres, qui sont ceux qui sont au centre de mon analyse. Et il écrit donc: n'est-ce pas vrai que ce sont les pierres qui amènent les hommes vertueux à accomplir de si grands voyages pour les voir? Pourquoi voyage-t-on à Rome et à Florence et dans les autres villes si ce n'est pas pour voir des pierres, des flèches, colonnes, colosses, piliers, tasses, géants, statues d'hommes et de femmes? On ne voyage pas pour voir les terrains en culte, les bois, mais pour voir des pierres réduites en de bonnes formes. Voici ce que je dis à certains hommes ignorants et dépourvus d'intellect qui blâment les pierres sans raison. Voici donc où réside, selon Del Riccio, l'intérêt artistique des pierres. Car une fois réduites en de bonnes formes, comme il est dit, elles font la grandeur des villes et des nations tout entières. Donc, l'usage artistique des pierres, si j'ose dire, peut mettre en valeur leur poids politique. Et c'est à cette relation entre caractéristiques artistiques et politiques des collections de minéraux que je me suis spécialement intéressée et que je vais essayer de mettre en avant aujourd'hui, en étudiant l'histoire des collections de l'École des mines, donc entre le 18e et le 19e siècle. Ces collections se lient en effet étroitement à la notion des sols nationaux et à celle des monuments qui connaissent à ce moment de bouleversement sociopolitique, donc la Révolution, un nouvel essor. La réflexion sur les monuments, sur le patrimoine monumental, sur les musées se développe alors à partir de leur destruction lors des épisodes du vandalisme révolutionnaire. On verra alors quelle est la place de ces collections minéralogiques dans le cadre de la construction de nouveaux récits du passé et de nouveaux musées. J'arrive pas à changer de diapo. OK. Donc, les minéraux relèvent de plusieurs domaines. Celui de l'esthétique, comme je le disais, lorsqu'ils sont travaillés de manière artistique. Celui des sciences et des techniques, celui de l'économie. Et la valeur économique qui leur est attribuée a un poids particulièrement important car ils sont l'objet des techniques d'extraction et pour l'époque qui nous intéresse, de l'essor de l'industrie chimique et minérale. Donc, dans ce contexte de développement économique, on comprend comment les notions des sols nationaux et des richesses de ces sols acquièrent une importance décisive, notamment à la période révolutionnaire, lorsque le concept des nations est au centre d'une vaste réflexion. Donc, c'est à travers cette notion des sols national et la manière dont les collections les présentent et représentent qu'on peut comprendre les enjeux politiques des collections minéralogiques. À partir de ces cas d'études, entre la fin de l'Ancien Régime et la Restauration, on va voir donc comment ces collections contribuent à la mise en place d'un discours sociopolitique nouveau autour du sol national. Et en fonction de la construction de ces discours, on attribue alors aux objets des collections des enjeux scientifiques et artistiques d'intensité différentes. Donc, je vais vous présenter d'abord en un premier moment l'histoire de ces collections entre, disons, la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution. Ensuite,
l'histoire des collections entre la Révolution et la Restauration. Et je vais conclure sur la création du musée de minéralogie au 19e siècle en m'arrêtant spécialement sur la commande des peintures de l'escalier pendant les années 1850. Donc, voilà. L'histoire de l'école des mines en tant qu'institution commence par l'histoire d'un homme, donc Balthasar Georges Lesage, son fondateur et premier directeur en 1783, chimiste et minéralogiste, pas beaucoup étudié. J'ai choisi de l'approcher dans la thèse et aujourd'hui sous le point de vue de l'amateur et du collectionneur d'art. Il a en effet écrit des traités sur la restauration et la conservation des peintures, sur la joaillerie, sur les pierres précieuses. Ce sont des sources peu connues et surtout, il possédait aussi un cabinet d'objets d'art. Je l'ai étudié dans ma thèse. Aujourd'hui, maintenant, je ne pourrais pas m'y arrêter, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc, les soucis esthétiques des sages et ses intérêts artistiques marquent profondément la première décennie de vie de l'école. Et c'est par son attention vers l'esthétique, notamment celle de l'agencement, que Sage cherche à donner visibilité à sa collection. Donc, dès les années 1760, il commence à rassembler un cabinet de minéralogie et sa collection sera le premier noyau des celles de l'école. À ce moment, il dispensait des cours publics de chimie et minéralogie dans la pharmacie de sa famille. Il était un enseignant très apprécié parmi l'aristocratie passionnée des sciences et il s'insère rapidement dans un réseau d'importants collectionneurs et marchands naturalistes en France et à l'international, comme on vient de le voir. Il fut aussi, pendant toute sa vie, un fervent royaliste. Et c'est en effet grâce au patronage direct de Louis XV d'abord et ensuite de Louis XVI qu'il intègre l'Académie royale des sciences en 1770, où il mène une carrière assez rapide. Au-delà des positions scientifiques des sages et de sa situation par rapport à un important débat sur la chimie à ce moment, il n'était pas très apprécié par ses collègues académiciens qui voyaient ses soutiens directs de la royauté comme un abus. Mais malgré cela, Sage arrive à exploiter son réseau pour convaincre l'intendant des finances Jacques Necker à créer une chaire de minéralogie et chimie dans l'Hôtel de la Monnaie en 1778. Et en effet, il manquait encore en France à ce moment une institution telle l'école des mines et on ressentait la nécessité d'incrémenter l'industrie d'extraction et donc de former des ingénieurs spécialisés. Et donc, en la même année, Sage commence à dispenser des cours publics dans l'Hôtel de la Monnaie et il s'y installe avec sa collection. Des sources iconographiques témoignent le succès des cours de Sage. C'est le cas, par exemple, des 3 dessins de Gabriel de Saint-Aubin. Il y en a un ici, et là, vous en avez 2 autres. Donc, on peut voir déjà les caractères assez spectaculaires des cours, mais aussi comment le public était essentiellement aristocrate. On peut voir des dames, on peut voir des ecclésiastiques, et on voit aussi les objets de la collection qui étaient constitués principalement par des minéraux bruts, produits chimiques et instruments scientifiques. Et la collection était un complément indispensable au cours. On peut aussi observer l'ameublement et l'agencement du salon d'honneur de l'Hôtel de la Monnaie, où les cours avaient lieu. Donc, c'est un cadre architectural monumental, mais à cette époque, on est en 1779, il règne encore le désordre. Une autre source iconographique arrive, voilà, cette gravure de François-Denis Ney, 1789, montre qu'en l'espace de 10 ans, il y a des changements très importants qui se produisent dans les lieux. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 ans? Pour commencer, en 1783, l'École royale des mines est officiellement créée, mais surtout, dans cette même année, que Sage propose à Louis XVI d'acheter la collection minéralogique en échange d'une rente viagère. Et l'achat s'est conclu en 1784. Par le biais de cet achat, Sage met alors en place un délicat processus pour lier de manière
impérissable, ou au moins c'est ce qu'il souhaite, sa collection et sa réputation à la royauté et accroître son prestige et sa visibilité sociale. Et c'est cet achat aussi qui permet de mettre en avant la valeur politique que Sage attribue à sa collection, ainsi que son importance pour les souverains. Sage était un grand promoteur de son œuvre, de sa personne, mais il ne parle presque pas de ses collections avant 1783, alors qu'après cette date, il ne cesse de souligner leur grande valeur et l'ampleur de ses soins pour l'entretenir. En bon du roi, voilà. En bon du roi de 1783, signé, excusez-moi, la date est fausse, en fait, c'est le 22 juin et pas le 19 mars. Donc, signé par l'intendant des mines Doué de la Boulée, rend compte de la proposition de Sage de céder sa collection. Et Doué de la Boulée écrit: Votre Majesté a créé une école des mines à la monnaie. Cet établissement qui leur manquait nécessite l'acquisition d'un cabinet qui renferme les échantillons de toutes les mines et carrières de France. Et Sieur Sage, professeur de cette école, s'est occupé pendant plus de 20 ans à former cette collection précieuse. Cette offre me paraissant avantageuse, je me suis assuré personnellement que cette collection réunit tous les objets qui peuvent la rendre utile. Je crois en conséquence devoir proposer à Votre Majesté d'en ordonner l'acquisition. Donc, l'école royale des mines, à peine fondée, nécessite sa propre collection afin d'être complète. Et la collection est précieuse pour son utilité, qui est de nature scientifique et didactique, pour l'instruction des élèves, donc, mais aussi économique pour le progrès de l'industrie. La collection est pour la monarchie un moyen d'obtenir une connaissance plus complète des ressources minières de son territoire, en montrant en même temps sa richesse et notamment le pouvoir du souverain qui gouverne ses règnes minérales, si j'ose dire, et que le public aristocrate des cours peut admirer dans la collection. Donc, par le biais de la collection, l'école des mines est directement connectée au territoire et à l'administration de ses richesses minérales. Et enfin, l'accessibilité publique de la collection affiche et légitime la place de l'institution au sein de la constellation savante parisienne. En 1784, Sage publie aussi le premier catalogue du cabinet de minéralogie, augmenté par un supplément en 1787, avec le but aussi de distinguer les objets achetés par la monarchie et ceux acquis par Sage après, et qui restent sa propriété jusqu'à sa mort. Donc, cette collection avait au final un double statut juridique. Il y avait la propriété de l'État et la propriété des Sages qui étaient en quelque sorte entremêlés. Donc, ces catalogues sont aussi des instruments d'autopromotion et Sage y définit les cabinets de minéralogie des monuments nationaux. En 1784, il écrit qu'il est d'ailleurs nécessaire de constater ce que renferme cette collection qui est devenue un monument national. Cette collection offre l'ensemble de productions minérales de presque toute la Terre. Donc, cette définition, monument national, qui apparaît uniquement après l'achat de la monarchie, mérite un approfondissement. Dans son article Borrowed Words, Rhoda Rappaport relève comment, au début du XVIIIe siècle et jusqu'au début du XIXe, les sciences de la Terre, qui constituent alors leur vocabulaire technique, empruntent des termes aux sciences antiquaires, dont celui des monuments, non sans la volonté d'historiciser le sol et de pratiquer la science en même temps que l'histoire. Dans les sillages de ces réflexions, l'historien de l'art Étienne Jolet indique comment, en même temps, se met alors en place un nouveau rapport entre, je cite, l'artefact qu'est le monument et la production naturelle qu'est le sol. C'est que le monument a désormais moins pour fonction de célébrer l'individu que de le légitimer en l'inscrivant dans l'ordre de la nature, les seuls qui ne puissent faire l'objet d'aucune contestation. Fin de citation. Donc, on comprend toute la portée du choix des sages quand il choisit d'utiliser les termes monument et il affirme avoir utilisé la majorité de sa fortune, comme il est dit, pour ériger un monument utile aux sciences et honorable pour la nation. Et le monument est constitué pour Sage par l'école elle-même, par l'architecture de son siège, par le cours qu'il donne, et il s'agit pour lui d'un tout inséparable et inaliénable dont la collection est le cœur même.
Lorsqu'il vend la collection à la monarchie, le monument devient utile et honorable pour la nation. Et la collection fonctionne alors comme le chaînon qui lie directement Sage en tant qu'individu à l'école, au bâtiment qu'il abrite, au pouvoir royal et, en dernière analyse, à l'incontestable ordre de la nature et de son histoire. J'en viens maintenant au rôle de l'architecture et des beaux-arts au sens strict. Donc, en dictionnaire des beaux-arts, en 1806, celui de Milan écrit à la voix monument que chaque monument doit attirer les yeux du peuple. Et en accord avec cela, Sage attribue un rôle prépondérant à l'esthétique et au décor. De manière matérielle et figurée, les décors sont l'élément qui relie les parties constitutives du monument pour en garantir l'unité et la cohérence. Et en fait, les travaux dans l'Hôtel de la Monnaie ne commencent véritablement qu'une fois que les collections deviennent la propriété de la couronne de la nation. Gage de visibilité, les décors et les interventions architecturales commandées par Sage à partir de 1784 et que vous voyez ici ont le but d'offrir à cette collection nationale les plus riches et les plus beaux cadres possibles sur lesquels les sources insistent également. Par exemple, parmi d'autres, l'Almanach national qui consacre une colonne au Musée des Mines à la Monnaie à partir de 1801. Le terme musée est repris des sources précédentes et apparaît aussi dans d'autres guides de récits des voyages. Et dans l'Almanach, on peut lire que les citoyens sages s'est spécialement occupé à mettre de l'ordre dans cette collection. Il a disposé circulairement à l'extérieur de l'amphithéâtre des armoires qui renferment presque tout ce qui est connu en minéralogie. Il en a publié une description méthodique. Les citoyens sages ont recueilli des marbres, des porphyres, des granites rares dont il a fait faire à ses frais des tables qui décorent les galeries. Les salons où est le musée des mines a été décoré d'après les dessins de Messier Antoine, architecte célèbre. Et on précise également dans le même almanach que tout le monde pourra assister aux différents cours de l'école des mines. D'autres sources insistent aussi donc sur la richesse de ces cadres, mettant en avant l'importance accordée par Sage à l'aspect esthétique et son engagement personnel dans cette entreprise. Encore en 1797, quand l'École royale des mines n'existe plus, Sage adresse une pétition au directoire par rapport au retard considérable pris par certains travaux dans laquelle il affirme « Je désire terminer à mes frais ces monuments utiles » et il aurait été si depuis 14 ans on m'eût livré les locales contingents. La collection s'est entre-temps beaucoup accrue. Il est intéressant pour la nation de voir terminer un établissement utile au progrès de la minéralogie. D'ailleurs, citoyen directeur, la confection de ces monuments ne coûtera rien à la République. Donc, le terme de monument, ici, fait explicitement référence à l'architecture. Et au-delà de la revendication de ces mérites, Sage semble exprimer celle qu'on pourrait appeler aujourd'hui des volontés de patrimonialisation, de muséification de sa collection, même si on peut encore se demander en quelle mesure cette volonté est présente. Et j'aimerais maintenant, poursuivant dans l'histoire de l'école des mines, analyser la manière dont ces propos des sages évoluent et changent de forme après la Révolution au sein d'une nouvelle institution. Or, l'école royale des mines ne survit pas à la Révolution. Sage, en tant que royaliste, est emprisonné sous la terreur, mais grâce à son réseau, il réussit à s'échapper de l'échafaud. En 1794, l'école est réformée et elle change de siège. Elle s'installe dans les hôtels mitoyens de Mouchy et des Talleyrand-Périgord, rue de l'Université, aujourd'hui disparus. Et à partir de ce moment, on peut l'appeler non pas école des mines, mais maison des mines. C'est une expression qui réunit l'école et l'administration des mines, qui sont alors en étroite collaboration, en accord avec les réformes révolutionnaires. Et cette expression maison des mines est empruntée directement à Isabelle Laboulé, qui a beaucoup travaillé sur le fonctionnement de l'institution à ce moment. Donc, en 1802, l'école est transférée à Pézé, en Savoie, près des gisements miniers, alors que l'administration demeure à Paris avec les collections. L'école réintègre la capitale en 1814, puis s'installe un an plus tard dans son siège définitif et actuel, l'hôtel de Vendôme. Pendant ce temps, les collections des sages restent toujours en place dans l'hôtel de la Monnaie.
où il a réussi à garder sa place en tant que professeur et continue de donner des cours publics, et ce jusqu'à sa mort en 1824. L'année d'après, malgré son souhait que les collections ne soient point démembrées, comme il est dit, le cabinet de minéralogie est partagé entre la nouvelle école des mines et le muséum d'histoire naturelle. La maison des mines constitue alors des collections propres, complètement nouvelles et séparées de celles des sages. Je ne veux pas m'arrêter sur le fonctionnement de l'institution réformée, mais plutôt sur la constitution des collections et sur la manière dont la notion de sol national entretient un nouveau rapport avec les collections pour mesurer l'écart existant entre la démarche de l'individu sage et celle de la nouvelle institution, qui montre, bien que de manière différente, la volonté aussi de s'ouvrir sur la société par la création d'un musée de minéralogie et de patrimonialiser et muséifier, si j'ose dire, ses collections. Alors, quant à la volonté de patrimonialisation, elle s'exprime dès la fondation de la Maison des Mines dans les pages de son périodique, le Journal des Mines, aussi créé en 1794. Dans le premier numéro, le rédacteur en chef Coquebert de Montbray associe pour la première fois le mot patrimoine aux collections lorsqu'il invite chaque citoyen à contribuer à leur accroissement en faisant des dons, et il affirme donc que, je cite, « Le régime des mines, assimilé à celui de la République, les rendra le patrimoine du peuple. » Or, au-delà de la rhétorique révolutionnaire, Coquebert ne se réfère pas explicitement aux collections, mais au régime des mines. Et c'est une expression qui résume l'exploitation et la connaissance des sites, la gestion des ressources, l'administration et l'école, mais aussi les collections qui permettent d'étudier les gisements et les matériaux utiles en leur sein. À partir de cette même année, donc dès la fondation en 1994, la Maison des Mines se dote aussi des conservateurs des collections. Le premier conservateur de collections, c'est René Justaoui, et il est flanqué par le garde des collections, Jérôme Tonnelier. Donc, il s'agit, en ce qui concerne les conservateurs, d'une nouvelle figure professionnelle. Et en même temps, comme dans l'Hôtel de la Monnaie, des importants travaux sont entrepris sur le nouveau siège, c'est-à-dire des demeures aristocrates réquisitionnées. Les sources ne sont pas très nombreuses, mais elles révèlent la construction d'une galerie de minéralogie au premier étage de l'Hôtel des Mouchy, c'est-à-dire l'étage noble, autrefois destiné à la réception, mais aussi à l'exposition. Il n'y a pas d'image ni des plans de cette galerie, mais si on regarde la galerie actuelle, on peut s'en faire une idée. Donc, les collections sont au cœur architectural et conceptuel de l'institution, qui s'en sert pour affirmer son identité et pour se définir, pas tant en tant que corps technique, mais comme institution savante dotée de ses propres collections. Et cette galerie des minéralogies, expressément consacrée aux collections, ça constitue un nouveau modèle muséographique et une expérience innovante à ce moment. On est en 1796 et il suffit de penser que la galerie des minéralogies du muséum que voici est bâtie de toutes pièces à partir des années 1830. Mais en revanche, et à la différence de l'Hôtel de la Monnaie, on ne repère ici, dans ces travaux, aucune volonté de décorer ces espaces, ni de proposer un agencement agréable à l'œil, terme qui recourt dans certaines sources. L'agencement des collections de la Maison des Mines répond davantage à des critères d'utilité, encore à la fois économiques et scientifiques. Scientifiques, car les collections sont vouées à l'enseignement, et elles reflètent aussi les résultats des recherches des professeurs de l'école et les progrès de la discipline. Elles sont classées, par exemple, d'après les catégories DAOI. Utilité économique, car malgré la volonté de s'imposer comme institution savante, le rôle principal de la nouvelle Maison des Mines est celui d'administrer les ressources du territoire. Et c'est donc bien la notion de territoire qui régit alors l'agencement et l'usage de ces collections. Par rapport à celles du muséum ou de l'Hôtel de la Monnaie, les collections de la Maison des Mines se démarquent dans la capitale par leur spécificité géographique.
Et cette spécificité concerne en premier lieu la manière dont les collections se constituent. On rencontre des dons, des échanges, des achats. On fait recours évidemment aux saisies révolutionnaires, nécessitant notamment les collectes des terrains des ingénieurs des mines, qui représentent la source la plus consistante de leur accroissement. Les liens de ces collections avec les territoires est d'autant plus important car l'agencement du territoire vient d'échanger avec la création des départements en 1790. Et donc, cette nouvelle organisation du territoire se reflète aussi dans les collections. On assiste alors, au début du 19e siècle, à l'émergence d'un rapport plus étroit qui s'étisse avec les sols nationaux. Le but de l'agencement des collections de la Maison des Mines est de fournir un tableau minéralogique de la France en un coup d'œil, expression qu'on rencontre à maintes reprises dans les sources. De plus, même si peu de données sont disponibles sur leur agencement, la seule proposition muséographique nous étant parvenue est une proposition topographique et elle est formulée par l'ingénieur des mines Nicolas Bayet en 1796. Elle est adoptée et publiée en 1802 sur le Journal des mines. Donc, Bayet propose de disposer les échantillons dans des armoires, une armoire pour chaque département, qui se présente comme un tableau synoptique du territoire français. Vous les voyez ici déjà, il emploie le mot tableau synoptique, donc voir ensemble. Donc, il y a cette idée très forte du coup d'œil. Et ça, disons, ça serait une armoire. On a un classement, on peut lire les tableaux dans les deux sens. À la verticale, une sorte de coupe stratigraphique du territoire de chaque département. Et à l'horizontale, les minéraux étant classés d'après oui. Donc, cette proposition, Bayet dit, doit être claire et immédiatement lisible, même pour un observateur peu attentif. Donc, le but est encore une fois didactique. Ces collections, elles sont marquées par l'omniprésence de l'utilité et il y a moins d'attention pour ce qui est agréable à l'œil. Donc, comme si les liens avec les sols nationaux apparaissent plus clairement, les enjeux esthétiques sont moins évidents, mais demeurent présents. L'étude des catalogues du musée, qui sont en vérité des registres d'entrée des objets par ordre chronologique, permet d'observer l'entrée des nombres d'objets d'art et d'art décoratif au sein de ces collections. C'est le cas, par exemple, des objets d'art asiatiques de la collection d'Héry Bertin, saisie en 1795. Ils ont été, récemment redécouverts par les directeurs du musée et ils sont exposés dans ces nouvelles vitrines ouvertes en 2019. Et donc, Bertin, c'est l'un des premiers qui avait plaidé en faveur de la création d'une école des mines, mais il faisait partie de la Compagnie des Indes et donc il avait une très importante collection d'objets d'art asiatiques, dont ceci, mais aussi, par exemple, tous les manuscrits qui sont aujourd'hui conservés à la BNF. On rencontre d'autres donateurs d'exception dans ce catalogue. Par exemple, Alexandre Brognard et surtout, fait plus connu, Alexandre Lenoir. Brognard, c'était un ingénieur des mines et directeur de la manufacture de Sèvres à partir de 1800. Donc, de manière pas étonnante, il offre des objets en porcelaine, par exemple des tasses, et ces objets permettent d'étudier le développement de nouvelles techniques industrielles et l'apport de la chimie et de la minéralogie dans la production de ces objets. Donc, par ces dons et par les collections, on peut observer la collaboration existante entre la Maison des Mines et Sèvres à ce moment. Puis, comme je le disais, il y a Alexandre Lenoir, fondateur du Musée des Monuments français en 1795. Donc, Lenoir avait créé ce musée dans les couvents des Grands Augustins et le but, c'était d'y exposer des monuments ou des parties des monuments afin de les sauver du vandalisme révolutionnaire. Donc, je vais m'arrêter sur un don de Lenoir qui est assez représentatif, disons. En 1801, ça c'est le catalogue qui parle de ces dons, enfin, oui.
Donc, en 1801, les Noirs offrent une plaque de marbre coquillé Lumachel provenant du tombeau du roi Dagobert. Dagobert était enterré dans la basilique des Saint-Denis, les lieux les plus touchés par le vandalisme révolutionnaire, et ce tombeau, il avait été sauvé par les Noirs et abrité dans le musée des monuments français. Or, les observations présentes sur le catalogue pour cette pièce, qui a donc une grande valeur historique, sont accompagnées par des commentaires très étendus sur la provenance de ces marbres et sur la carrière dont il est extrait. Et en réalité, il s'agirait non pas de marbre, mais de comblanchien, donc une pierre calcaire souvent utilisée dans les décorations architecturales provenantes d'une carrière en Côte d'Or. Et c'est donc la provenance géographique qui semble retenir davantage l'attention par rapport à la préférence artistique, entre guillemets, et historique. Quant à celle-ci, on en dit simplement que cette plaque de marbre est provenante du tombeau du roi Dagobert. Et donc, ces pièces qui sont en l'état de fragments n'intéressent pas Alexandre Lenoir parce qu'elles ne peuvent rien apporter à son projet d'exposition. Mais ils méritent conservation également, car ces fragments sont intéressants pour les recherches sur les matériaux de la maison des mines, qui ne manquent tout de même pas, même si rapidement, dénoter leur provenance, disons, historique. Et leur entrée dans les collections témoigne aussi de la participation du corps des mines à la réflexion sur le patrimoine et la conservation des monuments alors en cours. Mais finalement, malgré cette attention croissante pour l'agencement des collections, leur visibilité et leur conservation, la Maison des Mines ne parvient pas à créer un véritable musée de minéralogie à ce moment. Le public peut accéder aux collections. Elles sont ouvertes au public, mais elles demeurent très peu fréquentées et uniquement par un public spécialisé ou tout au moins intéressé. Les sources, donc encore des guides et des récits de voyage, attestent que le public non spécialisé préfère se rendre dans les vastes galeries du muséum ou dans le beau salon de l'Hôtel de la Monnaie, et précisément en raison du soin apporté à la beauté du cadre qui dédommage les visiteurs de la frustration de ne pas forcément comprendre la complexité des classements minéralogiques, comme l'écrit Jean-Baptiste Pouilloul dans son ouvrage « La minéralogie à l'usage des gens du monde ». Dédommager les visiteurs, c'est son expression à lui. Donc, les collections de la Maison des Mines étant si spécialisées, se montrent désormais comme les collections d'un corps technique. Fait notable, les mêmes sources, donc ces guides des récits des voyages, parlent de la collection des sages comme du musée des mines, et ce, même jusqu'aux années 1840, quand il y a dans l'Hôtel de la Monnaie, il n'y a plus ni des cabinets de minéralogie, ni d'école des mines, et Sage est décédé depuis une vingtaine d'années. Et ça, c'est certainement une erreur, mais une erreur qui prouve la fortune de cette collection, celle des Sages, et du lieu qu'il abrite, du monument. Chez Sage, la construction patrimoniale de ces monuments est mise en place grâce à l'exploitation esthétique des collections et de leur agencement. Au sein de la Maison des Mines, d'autres raisons régissent cette construction à une échelle qui dépasse celle de l'œuvre de l'individu. C'est l'importance économique et scientifique du régime des mines tout entier qui détermine l'intérêt des collections. C'est leur utilité, désormais dissociée de l'esthétique. Sage souhaitait afficher son œuvre au sens large et le transmettre à la postérité. Mais les collections de la Maison des Mines ont un rôle différent, qui n'est pas celui de construire ni de transmettre une mémoire historique. Elles sont ancrées dans et servent le présent, répondant aux nécessités immédiates et concrètes de l'économie, notamment dans le contexte révolutionnaire et post-révolutionnaire. Et immédiate et concrète est aussi leur utilité pour l'instruction publique. Il faut encore considérer qu'à ce moment, le patrimoine et les musées s'inventent en rapport avec le vandalisme révolutionnaire. Et ce sont notamment la conservation et la relation avec la mémoire du passé qui sont au cœur du débat. Et dans ce sens, les collections de la Maison des Mines ne peuvent pas encore être considérées comme un musée. Pour celui-ci, il faudra encore attendre quelques temps. Oui. Donc, c'est sur la création de ces musées que je vais conclure.
En 1814, après donc une histoire administrative très complexe, on arrive à un tournant radical dans l'histoire de l'institution lorsqu'elle réintègre Paris. Les contextes sociopolitiques et les nombreux bouleversements que l'institution connaît pendant la première moitié du 19e siècle déterminent des différences substantielles dans son histoire, également façonnée par les considérables progrès connus par les sciences de la Terre à ce moment. Mais c'est aussi à ce moment que les enjeux politiques et scientifiques associés au sol national se développent au sein de l'école des mines. Lorsque finalement, elle commence à trouver une stabilité au moins architecturale, administrative un peu moins. On sait que l'école ne va pas quitter Paris, mais elle s'installe dans son siège définitif à partir de 1815. Et c'est à partir de ce moment qu'on observe un intérêt croissant pour les collections et pour leur agencement, ainsi qu'une attention plus poussée pour la muséographie. Par exemple, pour le mobilier et pour l'éclairage. On commence à concevoir des meubles à les commander expressément conçus pour exposer ces minéraux et pour que cette exposition puisse favoriser l'étude et l'observation scientifique. Et cette attention pour les collections est aussi déterminée par des acquisitions très importantes qui les accroissent considérablement. Parmi plusieurs exemples possibles, l'acquisition de la collection des Sages en 1825 ou celle du marquis d'Aydre, beau-frère des Dolomieu, pour laquelle on commande aussi des meubles expressément fabriqués. Mais les moments les plus importants lorsqu'on parle de l'histoire de la collection et du musée des minéralogies au 19e, c'est peut-être la commande des peintures du Grand Escalier passée entre 1852 et 1859. Et c'est les conseils de l'école qui commandent ces cycles d'huile sur toile à deux artistes, les néoclassiques Denis Abel de Puyol, qui réalise 4 allégories, et les romantiques paysagistes Claude Hugard, qui réalise 10 paysages. Donc, le 19e siècle est aussi l'âge d'or de la grande peinture murale décorative, qui reçoit impulsion de la floraison des grands établissements publics issus des États-nations, par exemple les écoles et les musées. Donc, l'école des mines n'échappe pas à cette tendance. Au contraire, par cette commande, elle souhaite afficher enfin son identité d'institution savante dotée de son propre musée. Le choix de l'escalier et non des salles d'exposition pour abriter les peintures n'est pas anodin, parce que l'escalier, c'est le lieu qui connecte les espaces de production de savoir au rez-de-chaussée, donc la bibliothèque, les laboratoires et les salles de cours, aux espaces d'exposition au premier étage. Donc, encore une fois, l'étage noble. Pierre-Armand Dufresnoy, alors directeur de l'école, très engagé dans la commande, s'exprime comme il suit à cet égard, affirmant dans l'une de ses lettres que les peintures de cet escalier, qui par sa disposition fait déjà partie des collections de l'école des mines, devaient être en harmonie avec les études auxquelles ces collections se rapportent. Donc, pour Dufresnoy, l'escalier fait déjà partie des salles de collection. Ça complète ce qui est exposé comme échantillon et aussi ces peintures, notamment en but didactique. Ça, c'est très, très clair. Et toujours à propos du but didactique des peintures, il précise que ce décor ne pourrait avoir de l'intérêt qu'à la condition de réunir à une belle exécution artistique une grande vérité géologique. Donc, c'est en faisant de nouveaux appels aux beaux-arts au sens strict que l'école parvient à créer un véritable musée des minéralogies. Parce que même si les peintures ont fort but didactique, on vient de voir comment l'attention portée à l'esthétique apparaît tout de même dans les sources. Et ces peintures, en plus, guident en quelque sorte la montée des élèves ou du public jusqu'aux salles de collection. C'est vraiment un dispositif conçu pour mettre en valeur les objets exposés au premier étage. Enfin, et en plus, c'est en 1853, donc un an après qu'on a passé la commande, qu'apparaît pour la première fois le mot musée dans les sources pour définir ces collections.
Donc, on peut considérer la commande de peinture comme l'acte fondateur du musée, basé sur une nouvelle collaboration entre art figuratif et sciences de la Terre qui sont alors en plein essor pour créer de nouvelles représentations du sol national. Et à ces propos, les choix des paysages représentés est aussi important parce qu'il s'agit notamment des Alpes et des Pyrénées. Vous voyez là les deux plus grandes étoiles des Hougars. Et les Alpes et les Pyrénées sont ces chaînes montagneuses représentent les limites politiques et géographiques de la France au moment où le territoire français est en train de connaître des redéfinitions. Et en ce moment, juste pour ouvrir sur mes recherches en cours, je m'intéresse beaucoup à l'œuvre de cet artiste Claude Hougard. D'un côté, parce que son œuvre semble montrer un intérêt de l'artiste assez poussé pour les sciences de la Terre et il a collaboré en dehors du cadre de l'école des mines avec d'autres scientifiques. Et puis aussi parce que Claude Hougard était originaire des Savoies et il travaille au moment de son annexion à la France. Donc, en ce qui concerne la relation entre les enjeux scientifiques, politiques et esthétiques des sciences de la Terre, il me paraît un artiste assez intéressant. Donc, ce travail, comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de pistes de réflexion et je serai ravie d'en discuter avec vous et je vous remercie pour votre attention. Le fait que les premières collections qui vont servir à l'enseignement aient été choisies pour des raisons avant tout esthétiques et que traditionnellement, quand on choisit un échantillon pour enseigner, on distingue l'esthétique de l'échantillon et celui-ci, on dit « oh, il est très beau, mais celui-ci, il va être pour la partie musée ». En revanche, celui dont on aura besoin pour un étudiant, c'est un autre, qui a d'autres propriétés, d'autres choix. Et donc, ma question, est-ce que quand on regarde cette histoire de l'enseignement de l'objet minéralogie, le fait qu'on les bâtit avec des collections choisies pour leur esthétisme par des grands collectionneurs n'a pas déterminé un mode d'enseignement de l'objet, une place particulière de l'objet, même pour enseigner ensuite dans les grandes écoles des universités? Alors, comment est-ce que ces choix ont influencé l'enseignement? Je vais réfléchir en vous répondant. Je pense déjà que dans les années 1830, si je ne me trompe, à l'école des mines, il y a une collection d'études pour les étudiants qui est faite des pièces de moindre valeur qui puissent être maniées et les cas échéants abîmées. Et donc, il commence à y avoir une différence entre l'enseignement et l'exposition et l'observation. Après, en ce qui concerne l'enseignement de minéralogie, le fait de pouvoir reconnaître, c'est très important d'entraîner l'œil à reconnaître les échantillons au premier coup d'œil. Et ça, c'est surtout, je dirais, avant les recherches de Romée Delisle, mais surtout de Haüy en cristallographie. Donc, l'échantillon doit être représentatif de son espèce et dans ce sens, il doit être beau parce que c'est lui qui va permettre à l'œil de le reconnaître, de s'entraîner. Et donc, oui, je pense que ça peut influencer la manière d'enseigner et aussi dans les cas des sages, plus qu'aux pièces de la collection parce que les objets de la collection des sages sont très difficiles à retrouver. J'en ai vu quelques-uns et ils ne sont pas particulièrement beaux. Il y a tous les côtés spectaculaires des cours. Donc, j'ai beaucoup parlé de l'agencement dans son cas parce que c'est tous ces contextes qui déterminent aussi, là, oui, la manière d'enseigner. Le fait d'avoir un amphithéâtre avec les échantillons autour, ces cours qui rassemblent vraiment. Il y a des personnages qui se promènent. Il y en a sur la galerie qui pointent comme ils étaient au théâtre. Ça, c'est
la composante ludique spectaculaire qui est recherchée par les aristocrates et qui est recherchée par Sage aussi pour avoir plus de visibilité. Et j'espère que j'ai pu... Oui, c'était très intéressant. Enfin, j'aurais pas mal de questions, mais j'en ai deux. La première, est-ce que vous avez identifié tous les personnages de l'allégorie de Pujol? Alors, non, ça, je ne l'ai pas encore fait. Il y en a qui sont, je ne sais pas, parce que c'est compliqué de répondre les... Non, c'est pas la peine, je peux vous répondre tout de D'accord. suite. Non, pas tous. Il y en a un qui avait été longtemps identifié comme Romée de Lille, comme Sage, mais en fait, ça serait Romée de Lille. Il y en a qui, par exemple, Palissy, il est plus facilement identifiable parce qu'il est habillé en mode 16e siècle. Mais il y a Cuvier, oui, il y a Buffon, il y a Dufresnoy, mais pas tous. Ça, c'est un travail que je n'ai pas encore fait. Écoutez, nous, je crois qu'on les a pratiquement tous identifiés, à l'exception de un qui est à la gauche de Napoléon III. Vous savez, tout en haut, là, il y a Napoléon III qui est représenté avec le peintre qui l'a fait très grand alors qu'en fait, il était tout petit. Hein. Il y a Werner qui est juste à côté et à sa gauche, il y a quelqu'un sur l'origine duquel on s'est toujours posé des tas de questions. Oui. Mais enfin, à l'époque, éventuellement, je pourrais voir ça avec vous après. Mais l'autre question, qui est plutôt une remarque humoristique, est-ce que vous ne pensez pas utiliser la vue du Mont Blanc de l'escalier de l'École des Mines pour résoudre les problèmes entre la France et l'Italie sur l'appartenance de la cime du Mont Blanc? Mais le Mont Blanc, il est italien, voyons. Voilà. Même si je suis en orange, je ne suis pas néerlandaise. Non, je plaisante. Non, je plaisante, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant et mon projet de recherche actuel porte en partie sur ça parce que les Alpes, c'est vraiment un territoire frontalier depuis le XVIIIe siècle. À part l'intérêt scientifique et touristique, il y a vraiment, c'est un creuset d'identité nationale différente, éventuellement même des conflits. Donc, pour moi, étudier l'œuvre de cet artiste-là, il y a des questions comme ça que j'aimerais aussi traiter. Justement, ça peut vous dire parce que, en fait, non, le problème, enfin pas le problème, mais la pierre d'achoppement, c'est qu'il y a en fait deux sommets. Il y a le Mont Blanc de Courmayeur, que les Italiens considèrent comme le véritable sommet, et le Mont Blanc du côté de Chamonix, que les Français. Or, la vue du Mont Blanc de l'Escole des Mines, c'est du côté de Courmayeur. C'est prix Courmayeur. Il n'y a qu'à voir, il n'y a que du côté de Courmayeur, d'ailleurs, il le dit, hein, qu'il y a cette grande paroi verticale qui fait montagne. Autrement dit, pour Dufresnoy et Romée de Lille, et puis aussi l'autre, eh bien, le sommet du Mont Blanc, c'est vraiment le sommet du Mont Blanc à l'italienne. Oui, en plus, ce qui est intéressant, et je vous remercie d'avoir soulevé cette question, c'est que quand on envoie Claude Hugard dans les Alpes, on l'envoie même en Sicile, on précise que les peintres doivent se rendre sur les lieux et suivre nos instructions et représenter les sites depuis des points de vue précis. Et pour le Mont Blanc, il me semble qu'on lui demande de les peindre depuis un point de vue qui est décrit par des saussures. Donc, voilà. Du grand monde. Qui est en Italie, qui est juste à côté de Courmayeur. Merci beaucoup. Oui, moi j'ai une demande et remarque à la fois sur la préservation des collections. Alors, il n'y avait pas que des collections de minéralogie, il y avait aussi des collections de roches. Il y a des collections de roches. Et j'ai le souvenir, par exemple, de la collection de Henri Fournel, qui était un ingénieur des mines et donc qui a été dans cette école et qui a déposé en 1836 toute une série de roches de l'Algérie avec des échantillons très intéressants. Ben, on ne les a jamais retrouvés. On a le catalogue d'entrée, on a la liste des échantillons d'entrée et puis apparemment ils n'y sont plus. Alors, et puis il y a aussi dans le même ordre
Il y avait un diamant de Constantine qu'on n'a jamais retrouvé non plus. Est-ce qu'on sacrifiait les échantillons de roches pour ne retenir que les pièces minéralogiques les plus intéressantes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne me suis pas spécialement penchée sur les roches. Quand on fait de sacrifier des pièces, ce qui se passe dans les années 20, quand ton ailier meurt, il n'y a plus personne qui s'occupe des collections, on vient de déménager, il y a un grand chaos. Et Brochamp de Villiers, il écrit une note sur l'état de la collection de minéralogie où il dit qu'il y a trop de choses inutiles et que la plupart, ça ne sert à rien et qu'il faudrait même pas les sacrifier, mais complètement les virer parce qu'il y a trop d'objets inutiles à l'instruction. 1819. Ce qui se passe ensuite, oui, mais alors, à vrai dire, je ne sais pas, c'est ce qui se passe après cette date, du point de vue de la politique de sacrifice, entre guillemets, de partie des collections. Moi, je me suis arrêtée à 1815, donc à la Restauration. Et même la collection des sages, je n'ai rien trouvé au niveau des objets, ni elle n'est pas présente dans les registres d'entrée. Ce que je sais, c'est que en 1835, juste avant Henri Fournel, on vend une partie des archives de l'École des Mines, des archives historiques, on les vend aux enchères. Donc là, il y a un trou dans les sources. Et en fait, je ne sais pas quel genre de choix ont été faits par la suite au cours du 19e siècle. Ah oui. Les diamants de Constantine, il y en avait 3. Celui du muséum, celui de l'école des mines. La gestion a été chaotique au 19e. Oui, je suis absolument d'accord. Et c'est à partir de 1815, il commence toute une nouvelle histoire des collections et de l'institution qu'il faudrait traiter à part. Et moi, je me suis concentrée plus sur les moments de transition et les rapports avec la notion de patrimoine. Mais oui, c'est un travail qui reste à faire. Juste une petite chose là, sur la dernière vue là, qui est encore à l'écran. Bon, je ne vois pas très bien, mais j'ai bien l'impression que c'est la mer de glace. Oui. OK. Donc, c'est du prix vers les années 1850, 53, 55, quelque chose comme ça. Ah ben, vous voyez une date. Bon. Oh. Voilà. Ah ben, monsieur Asserborn. Voilà, donc ce dessin, c'est la représentation du travail de Forbes qui est sur la mer de glace. Monsieur Asselborn, disons, vient effectivement de nous expliquer l'origine de cette vue. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est Claude Hugard, finalement, hein, que je connaissais mal ou pas. Et donc, vous semblez travailler dessus, disons là. Dans ces années-là, disons, en fait, qui fréquentait-il? Donc, il était savoyard, avez-vous dit? Savoir, enfin, à l'époque, effectivement, c'était pas encore leur attachement, hein, disons, sans doute. Donc, on ne peut pas parler de Haute-Savoie, disons, encore là. Il est originaire d'où, quand vous dites Savoie? Cluse. Ah, de Cluse. Aujourd'hui, Haute-Savoie. Et nous sommes vus, disons, en fait, vous voyez, dans la première quinzaine d'août, à Chamonix, aux alentours, disons, en fait, là. Voilà. Donc, comme moi, quand je vois cette vue, disons, en fait, là, avec ces glaces, effectivement, je suis attristé aujourd'hui de l'état de la mer de glace. Donc, bon, voilà, c'est dit. Donc, je n'ai pas compris, vous voudrez plus d'informations sur Claude Hugard? Ah oui, j'en ai pas beaucoup parce que c'est vraiment un travail récent et que je viens de commencer. Il était donc originaire de Cluse.
Il se forme à Genève, donc école romantique suisse. Il est très attaché à son identité savoyarde, si j'ose dire. Et à part avoir travaillé avec les ingénieurs de l'école des mines, donc il a dans une lettre toujours de Dufresnoy, on comprend que c'est Pujol qui recommande Ugart, parce que Pujol, il dit non, moi, les paysages, c'est pas mon genre, il faut chercher quelqu'un qui sache les faire. Ugart, il exposait au Salon parisien à partir de 1844 et c'est jusqu'aux années 1880. Il travaille beaucoup pour des particuliers. La plupart de ses œuvres, c'est dans des collections particulières. Quant à qui fréquentait, il connaissait par exemple Louis Figuier. En 1863, il peint des paysages s'inspirant de la Terre avant le déluge. Et il peint un portrait de Kepler pour l'Observatoire de Paris. Et puis, ce sont les éléments les plus importants que j'ai pu rassembler jusqu'à présent. Oui. Un tout petit mot à propos de la toile. Elle est très intéressante parce que le problème de la représentation de la glace est quelque chose qu'on ne sait pas faire et qu'elle est inventée en Suisse à la fin du XVIIIe siècle. Et vous savez que la glace, quand la lumière vient la frôler, elle globe, c'est-à-dire elle a une couleur blanche extraordinaire. C'est ce que représente ici Ugart. Et c'est impossible, donc c'est totalement allégorique, puisque là, on est au soleil levant pour avoir la couleur de la glace. Lui connaît les règles de la représentation de la glace, et donc l'image est totalement allégorique. Avec les gens qui examinent la toile à l'époque sont absolument impressionnés par sa capacité à représenter la glace blanche et à travers la peinture à l'huile, de voir qu'on est vraiment en face de la glace. Merci beaucoup. À la suite des deux exposés sur le musée de la Hollande, et puis l'école des mines ou le musée des mines, je me demande s'il n'y a pas un problème d'esthétique qui distinguerait, c'est une idée, les pays protestants des pays catholiques. Et je me demande si ce problème d'esthétique, ce n'est pas techniquement un problème de pays catholiques. Parce que je me demande si dans les pays protestants, au XVIIIe, il y a eu ce même problème. C'est une question. Hein. Vous voulez commencer à répondre peut-être? Je ne saurais pas dire. Certainement, du point de vue de l'iconographie, c'est très différent. Et après la réforme protestante, il s'est créé deux filons iconographiques, j'ai envie de dire, en Europe. Par exemple, aux Pays-Bas, on excelle dans les représentations naturalistes, dans les natures mortes, on l'a vu, parce qu'on n'avait pas le droit de représenter les scènes religieuses aux Pays-Bas protestants. Donc, il y a d'autres choses qui se développent. Et en France, dans le cas des sages, les salons d'honneur, c'était pas un triomphe de la monarchie, mais il y avait, ici, il y avait un buste de Louis XVI, il y avait un buste de Calonne, il y avait ce qui sont détruits à la Révolution, toute une iconographie ministérielle, disons, réalisée par des artistes qu'après la Révolution, on pourra définir des réactionnaires. Et ça se lie vraiment à la politique et au fait qu'on veut rattacher cette institution à la royauté. Et je ne sais pas honnêtement si on peut, je réfléchis un peu à voix haute là, si on peut associer ça à la culture catholique. Alors, il y a cette tradition iconographique.
Non, à la tradition iconographique catholique. Je ne sais pas si dans des cas comme celui-là, si on peut certainement faire les liens, mais c'est une question sur laquelle je n'ai pas spécialement réfléchi jusqu'à présent. Il y a certainement une relation entre les nations et, je dirais, les thèmes généraux de représentation, parce qu'à ce sujet-là, il y a un point relativement anecdotique mais intéressant avec toujours le Taylor's Museum. Vous savez qu'au Taylor's Museum, plutôt à la Société des sciences bataves, ils avaient l'habitude de poser chaque année une question qui était un prix. Or, une des premières questions qui a été posée au Taylor's Museum, c'était de savoir pourquoi en Hollande, la peinture hollandaise ne représentait que des scènes intimistes, alors que dans les autres pays, en particulier la France, il y avait des grandes scènes de bataille, des grandes scènes de paysages. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui posait des problèmes dès cette époque. Tout à fait. Merci. Voilà, écoutez, je remercie encore Madame Napolitani pour cette très intéressante conférence. Je vais lui poser une question très personnelle. Vous étiez à Grenoble, vous êtes maintenant parisienne? Oui, non, je suis encore à Grenoble. En fait, j'ai enseigné 2 ans à l'Université de Grenoble. Après, j'ai fini ma thèse. Je suis rattachée en laboratoire de l'ENS. Je fais ma thèse là-bas. Et je vis à Grenoble, mais mon rattachement institutionnel, c'est Paris. On est en tout cas très heureux de vous accueillir. Vous allez être membre du COFRIGEO, bien sûr, puisque vous allez venir à toutes nos réunions. Très bien. Grazie. Grazie a voi. Alors,